Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée en profondeur. On va s'attaquer aujourd'hui à une œuvre qui me fascine. L'Atlas du Coran, Ah oui, un voyage à travers l'histoire et la géographie qui éclaire le texte sacré. exactement. Imaginez, on va parcourir les terres des prophètes, découvrir des civilisations disparues et tout ça grâce à la richesse de cet atlas. C'est un projet ambitieux et passionnant. Ah oui, c'est vraiment une perspective unique que nous offre le docteur Choki Abou Khalil avec son Atlas du Coran. Plus qu'un simple recueil de cartes, c'est vraiment une clé de lecture. Oui, je suis d'accord. On oublie les dictionnaires, les manuels austères. Oui, Cet atlas nous invite à visualiser le Coran, à situer les événements, donner un visage au peuple ancien, comprendre le contexte des révélations. c'est ça. C'est vraiment ça au lieu d'avoir une définition aride. On a des cartes, des illustrations qui donnent vie au récit. C'est bien plus parlant. On voit où les prophètes ont vécu les terres qu'ont parcourues ces civilisations marquantes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est cette rencontre entre la rigueur scientifique d'une recherche approfondie et une sensibilité spirituelle. Oui, c'est ce qui fait la force de cet ouvrage. Ce qui est particulièrement pertinent, c'est que la géographie n'est pas juste un décor. Non, Elle est intrinsèquement liée au message. bien sûr. Se demander par exemple où se situait la cité d'Al-Arkaf, mentionnée dans le Coran, ou dans quel environnement a vécu le prophète Hud, c'est pas anodin. Non, pas du tout. Ça nous permet de décrypter des aspects essentiels de leur mission, des défis rencontrés. C'est une excellente façon de le voir. Imaginez, vous lisez une pièce de théâtre sans connaître le lieu où se déroule l'action. Oui. Vous perdez une dimension essentielle de l'intrigue des motivations des personnages. Sûr. De la même manière, comprendre la topographie de la Mecque, la nature de son terrain, les vallées environnantes. Tout ça éclaire le contexte des premières révélations faites au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Et les obstacles auxquels il a dû faire face. Absolument, le terrain influence les modes de vie, les interactions sociales et même les enjeux spirituels. Alors, prêt pour le voyager. Tout à fait. Installez-vous confortablement, car notre exploration commence maintenant. Très bien. Notre première escale, le croissant fertile. Ah oui, Cette région berceau de la civilisation a vu naître des sociétés parmi les plus importantes de l'histoire. C'est là qu'on va faire nos premiers pas. allons-y. Et, comme le souligne ici, justement, l'Atlas du Coran, ce voyage à travers le temps et l'espace, est aussi une invitation à méditer sur notre propre héritage. D'accord. On commence par la Mésopotamie, cette terre mythique entre le Tigre et l'Euphrate. Oui, C'est là, selon l'Atlas, que l'histoire commence à Sumer. exactement. Imaginez ces cités-États sumériennes, rivalisant de puissance, érigeant ces impressionnantes ziggourats, Des sortes de pyramides à degrés dédiés à leur divinité. et développant l'une des premières formes d'écriture, le cunéiforme. C'est fascinant de voir comment Sumer a vu l'émergence simultanée d'une organisation politique sophistiquée, d'une concentration de population dans des centres urbains et de cet outil révolutionnaire qu'est l'écriture cunéiforme. Oui. Ces marques, en forme de coins gravés sur des tablettes d'argile. C'est ça. Cette innovation leur a permis de consigner des informations cruciales pour l'administration, le commerce et même les premiers récits littéraires. Un véritable bond en avant pour l'humanité. Absolument. Ensuite surviennent les Acadiens menés par Sargonnière. Ils vont établir un empire qui va s'étendre sur une vaste région, Oui, adoptant et adaptant l'écriture cunéiforme sumérienne pour leur propre langue sémitique. ils l'ont transmise à d'autres peuples. L'empire acadien marque une étape importante dans l'histoire du Proche-Orient ancien. C'est la première fois qu'une vaste étendue de territoire est unifiée sous un seul pouvoir politique. Et l'adoption de l'écriture sumérienne par une population sémitique est un exemple éloquent de la façon dont les cultures s'influencent et se transforment mutuellement. Tout à fait. Puis, Viens Babylone. Babylone, dont le nom résonne encore aujourd'hui. Oui. Pensez au roi Hammurabi et à son fameux code de loi, l'un des plus anciens et des plus complets que l'on connaisse. C'est vrai. L'Atlas du Coran met en lumière le rôle de Babylone, non seulement comme centre politique, mais aussi comme capitale intellectuelle et religieuse de la Mésopotamie. Le Code d'Hammurabi n'est pas seulement une liste de règles, c'est une fenêtre ouverte sur la société babylonienne de l'époque. Oui. Il nous renseigne sur la hiérarchie sociale, les pratiques commerciales, le droit familial et même les peines prévues pour différents types de délits. Son influence s'est étendue bien au-delà de Babylone et a inspiré d'autres systèmes juridiques antiques. Et n'oublions pas les Assyriens et les Chaldéens qui vont à leur tour dominer la Mésopotamie, étendant leur pouvoir. Laissant des vestiges impressionnants de leur culture et de leur puissance.
Les Assyriens étaient connus pour leurs redoutables machines militaires et leur administration centralisée qui leur permettait de contrôler un vaste empire. Oui. Les Chaldéens, quant à eux, ont marqué l'histoire plus tardivement avec la reconstruction de Babylone et leurs avancées significatives dans le domaine de l'astronomie. Après avoir exploré la Mésopotamie, Oui. mettons le cap sur l'Égypte ancienne. Ah, l'Égypte! Ce don du Nil, comme l'a si bien dit Hérodote. Une civilisation millénaire qui continue de nous fasciner avec ses pyramides monumentales, ses temples richement décorés et ses pharaons légendaires. Oui. L'Atlas du Coran nous rappelle les grandes étapes de son histoire depuis l'unification de la Haute et de la Basse Égypte sous le pharaon Ménès, marquant le début de l'Ancien Empire, en passant par les périodes intermédiaires de troubles jusqu'à l'âge d'or du Nouvel Empire, avec des figures emblématiques comme Ramsès du Thoth et la reine Néfertari. La longévité de la civilisation égyptienne est stupéfiante. L'unification sous Ménès a créé un État stable et centralisé qui a permis le développement d'une culture exceptionnellement riche et durable. Chaque période a apporté son lot d'innovations et de réalisations artistiques et architecturales uniques. L'Atlas souligne également le rôle central du pharaon dans la religion égyptienne. Oui, Il était considéré comme un intermédiaire entre le monde divin et le monde humain. c'est ça. Et ces pyramides impressionnantes au-delà de leur prouesse architecturale témoignent de la croyance profondément enracinée dans la vie après la mort et de l'importance accordée à la survie de l'individu dans l'au-delà égyptien. Exactement, la construction des pyramides n'était pas un simple projet de prestige. Bien. Elle était motivée par des convictions religieuses profondes concernant l'immortalité et le voyage de l'âme après la mort. Le pharaon, en tant que figure divine, joue un rôle crucial dans ce passage vers l'au-delà. Notre prochaine halte nous mène en Palestine, une terre chargée d'histoire et sacrée pour de nombreuses traditions religieuses. Oui, L'Atlas du Coran nous présente les peuples qui ont foulé cette terre. Les Cananéens, les Amorites, les Araméens et les Nabatéens, dont la cité taillée dans le roc de Pétra, est un témoignage impressionnant de leur art et de leur ingénierie. la Palestine, de par sa position géographique stratégique, a toujours été un point de convergence entre différentes cultures et puissances régionales. Les Cananéens étaient parmi les premiers habitants sédentaires développant des cités importantes. Oui. Les Nabatéens, quant à eux, ont prospéré grâce au commerce caravanier et ont laissé un héritage architectural remarquable à Pétra, en Jordanie actuelle. L'Atlas met également en lumière l'importance de Gaza comme port antique et plaque tournante commerciale, reliant l'Orient et l'Occident. Il rappelle l'influence des Araméens dont la langue s'est diffusée largement grâce au commerce et a même servi de langue véhiculaire dans une partie de l'Empire romain d'Orient. Le terme araméen pourrait évoquer pour certains la langue parlée par Jésus, par exemple. Tout à fait. Gaza, avec son accès à la Méditerranée, a joué un rôle essentiel dans les échanges économiques et culturels. L'araméen, grâce à sa relative simplicité et à son adoption par les réseaux commerciaux, a connu une diffusion remarquable et a effectivement été une langue importante dans la région pendant plusieurs siècles. Après cette exploration des grandes civilisations du croissant fertile, tournons-nous vers la péninsule arabique avant l'avènement de l'islam. Une Arabie souvent perçue comme uniquement peuplée de bédouins nomades, Oui, c'est une vision un peu simpliste. mais que l'Atlas du Coran nous révèle comme un territoire riche et complexe, avec des tribus organisées, des clans, des langues et des coutumes propres. C'est ça. L'Atlas souligne que, malgré la présence d'empires puissants aux frontières, l'Arabie a su conserver une relative indépendance grâce à sa géographie. Il est crucial de dépasser cette vision simpliste d'une Arabie uniquement nomade. Certes, le mode de vie bédouin était répandu, mais il existait également des centres urbains importants et des formes d'organisation sociale et politique plus sédentaires. La diversité géographique de la péninsule a favorisé cette pluralité des modes de vie. L'Atlas distingue différentes catégories d'Arabes. Les Arabes disparus, dont les récits se trouvent dans le Coran comme Ad et Tamoud, Oui, mais dont l'histoire reste en partie voilée de mystère. en effet. Les Arabes du Sud, les Khatans, et les Arabes du Nord, les Adnan, que la tradition fait descendre du prophète Ismaël. D'accord. L'Atlas détaille les généalogies complexes de ces tribus et leur migration à travers la péninsule. Ces classifications avaient une importance sociale et politique considérable à l'époque. Ces distinctions tribales étaient fondamentales pour structurer la société arabe pré-islamique. Absolument. L'appartenance à une tribu définissait les alliances, les responsabilités et les droits de chacun. C'est ça. Les généalogies étaient méticuleusement conservées
et jouaient un rôle essentiel dans la vie politique et sociale. La mention des Had et des Thamud dans le Coran sert de rappel des civilisations passées et des leçons que l'on peut en tirer. Tout à fait. L'Arabie pré-islamique était un véritable patchwork de royaumes et de chefferies. Au Yémen, le royaume de Saba, avec sa légendaire reine de Saba, Ah oui? a laissé des traces impressionnantes, notamment le barrage de Marib. Une merveille d'ingénierie. Ce n'était pas juste une digue, Non? mais une structure d'ingénierie hydraulique sophistiquée qui a permis l'essor d'une agriculture florissante dans une région aride. Son impact sur la prospérité et la stabilité de la région a été considérable pendant des siècles. Le royaume de Saba est un témoignage éloquent de l'ingéniosité et de la prospérité des civilisations arabes du Sud. Oui. Le barrage de Marib n'était pas seulement une prouesse technique. Il était le cœur de leur système agricole et un symbole de leur puissance. La figure de la reine de Saba, présente dans différentes traditions religieuses, illustre le prestige et l'influence de ce royaume. Plus au nord, on trouvait les Lakhmides et les Ghassanides. Des royaumes qui jouaient un rôle politique important, souvent en lien avec les empires byzantins et perses. Oui. L'Atlas nous montre comment ces royaumes agissaient, parfois comme des États tampons, Des zones d'influence. des intermédiaires culturels entre ces grandes puissances. Ces royaumes frontaliers avaient une position stratégique cruciale. Ils étaient à la fois des remparts contre les invasions et des lieux d'échange culturel et commercial. Leur existence même était souvent tributaire de leur capacité à naviguer entre les intérêts des empires voisins. Dans la région du Hijaz, la Mecque et la Kaaba étaient déjà des centres religieux et commerciaux majeurs, attirant des pèlerins et des marchands de toute la péninsule. Oui. Et n'oublions pas le royaume de Kinda, qui a contribué de manière significative à l'épanouissement de la poésie arabe de cette époque, avec de grands poètes qui ont marqué leur temps. La Mecque, avant même l'islam, était un lieu de pèlerinage important abritant divers sanctuaires et idoles. Sa position sur les routes caravanières en faisait également un centre commercial dynamique. Le royaume de Kinda, bien que moins connu que Saba, a joué un rôle non négligeable dans le développement de la langue et de la littérature arabe pré-islamique. Sur le plan religieux, l'Arabie pré-islamique connaissait un passage progressif du monothéisme abrahamique vers un polythéisme avec de nombreuses divinités. Oui. L'Atlas nous décrit ce paysage religieux tout en notant la persistance de certains rites liés à Abraham comme le pèlerinage à la Mecque. On peut imaginer une sorte de syncrétisme religieux Oui. où des traditions anciennes coexistaient avec de nouvelles croyances. Cette évolution religieuse est complexe. Oui. L'adoption de multiples divinités par différentes tribus reflétait leurs besoins et leurs traditions locales. Cependant, la mémoire de la tradition monothéiste abrahamique n'avait pas complètement disparu et certains rites associés à cette tradition étaient encore pratiqués. Par ailleurs, le judaïsme, le christianisme, le zoroastrisme et le sabéisme avaient également des communautés présentes en Arabie. La société était structurée sur une base tribale, avec des valeurs morales fortes comme l'hospitalité, le courage et l'éloquence, mais aussi des aspects sombres comme l'injustice envers les femmes et la pratique de l'esclavage. Oui. C'est un tableau nuancé que nous dresse l'Atlas. La diversité religieuse de l'Arabie pré-islamique est un aspect important à souligner. Oui. La présence de différentes confessions a créé un environnement intellectuel et spirituel riche, bien que parfois conflictuel. La société tribale, avec ses codes d'honneur et ses valeurs communautaires, présentait également des inégalités et des pratiques que l'islam allait chercher à réformer. Et maintenant, préparons-nous à explorer un trésor inestimable de cette époque, la langue et la poésie arabe. Ah oui, la poésie arabe. Pour les Arabes pré-islamiques, la langue n'était pas seulement un moyen de communication. Non. C'était le cœur de leur identité culturelle, le véhicule de leurs pensées et de leurs émotions. L'Atlas du Coran souligne que la poésie était considérée comme la forme d'art la plus aboutie. Imaginez une langue d'une richesse telle qu'elle pouvait peindre avec une précision et une finesse inégalées. Oui. Les vastes étendues du désert, les sentiments passionnés de l'amour et l'intensité des batailles épiques. La langue arabe pré-islamique était déjà une langue mature et sophistiquée, dotée d'une grammaire complexe et d'un vocabulaire étendu. Cette richesse linguistique a permis l'éclosion d'une poésie, d'une beauté et d'une puissance expressive remarquables. Oui. Les poètes étaient des figures importantes au sein de leur tribu, leurs paroles ayant une influence considérable. Les Mulaka, ces odes magnifiques, que la tradition dit avoir été suspendues dans la Kaaba, Oui. étaient considérés comme des chefs-d'œuvre inégalés.
Des poèmes d'une beauté exceptionnelle. L'Atlas du Coran nous présente ces poèmes et nous donne un aperçu de la vie et des préoccupations des Arabes de cette période. À travers les mots de leurs plus grands poètes. Les Mu'allaqah sont véritablement le sommet de la poésie arabe pré-islamique. Oui. Ces longs poèmes abordent des thèmes universels et intemporels, l'amour idéalisé, La nostalgie des lieux perdus. la fierté de la tribu, la description de la nature sauvage et le courage guerrier. Leur statut de poème suspendu témoigne de leur valeur exceptionnelle et de leur importance culturelle. Tout à fait. Des poètes comme Umru al-Kay, avec ses descriptions vibrantes de la nature et de la passion amoureuse, Oui. ou Antara ibn Shaddad, le poète de la bravoure et de l'amour interdit pour Abla, ont marqué à jamais la littérature arabe. Ce sont des figures emblématiques. L'Atlas cite des extraits de leurs vers, nous permettant d'apprécier la musicalité de la langue et la force évocatrice de leurs images. Laissez-vous emporter par leur magie, chers auditeurs. Umru al-Kay est souvent considéré comme le poète le plus illustre de cette époque. C'est vrai. Son style se caractérise par sa fluidité, son lyrisme et sa capacité à capturer des émotions complexes. Antara ibn Shaddad, avec ses poèmes empreints de fierté et de passion, est devenu un symbole de l'idéal chevaleresque arabe. On le surnomme le chevalier poète. Avec l'arrivée de l'islam, la poésie arabe n'a pas disparu. Non. Au contraire, elle a continué à évoluer tout en conservant ses racines profondes. L'Atlas nous montre comment de nouveaux thèmes liés à la foi et aux principes de l'islam ont enrichi la tradition poétique de la Qadda. Oui. La langue arabe, elle-même portée par la révélation coranique, a connu un essor extraordinaire dont les échos résonnent encore aujourd'hui. L'islam a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la langue et de la littérature arabe. La beauté et l'éloquence du Coran ont servi de modèle linguistique et stylistique, propulsant la langue arabe vers de nouveaux sommets d'expression. Oui, la poésie a continué à jouer un rôle important, s'adaptant aux nouveaux contextes religieux et sociaux. Notre voyage à travers l'Atlas du Coran touche à sa fin pour aujourd'hui, mais j'espère qu'il vous a ouvert de nouvelles perspectives sur la richesse de l'histoire et de la culture des peuples et des lieux mentionnés dans le Coran. Oui. On a parcouru les civilisations florissantes du croissant fertile, exploré l'Arabie pré-islamique avec sa mosaïque de royaumes et de tribus, et goûté à la beauté de la langue et de la poésie arabe. Tout à fait. Ce que cet atlas nous révèle, c'est l'imbrication profonde entre le texte sacré et le monde dans lequel il a été révélé. Absolument comprendre le contexte historique et géographique dans lequel les événements coraniques se sont déroulés et les messages ont été transmis enrichit considérablement notre interprétation et notre appréciation du texte sacré. Cela nous permet de saisir la pertinence et la portée universelle de ces enseignements. Et je crois que cette compréhension n'est pas seulement une affaire du passé. Elle peut éclairer les enjeux contemporains, les relations complexes entre les peuples et les cultures, et notre quête commune de sens et de spiritualité. En comprenant nos origines, la façon dont les sociétés se sont développées et ont interagi, nous pouvons mieux appréhender les défis du présent et envisager l'avenir avec une perspective plus éclairée. En effet, la connaissance du passé, contextualisée géographiquement et culturellement, nous offre des outils précieux pour décrypter les dynamiques du monde actuel. Les héritages historiques et les interactions culturelles continuent de façonner nos sociétés. Oui, c'est un héritage vivant. Merci infiniment de vous être joint à moi pour cette exploration. Merci à vous. J'espère que cette plongée dans l'Atlas du Coran vous a donné envie d'en savoir plus et d'approfondir votre connaissance du monde arabe et islamique. Moi aussi. N'hésitez pas à partager cette exploration et à nous faire part de vos réflexions. Comment la prise en compte de la géographie et de l'histoire change-t-elle votre propre lecture de textes anciens ou votre compréhension du monde actuel? C'est une excellente question. C'est une question que je vous laisse méditer. À bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles et spirituelles. À bientôt et souvenez-vous que la curiosité est le moteur de la connaissance.